Chapitre à chacun son voyage. Le matin, une fois Thibaut reparti à Paris, Maud écrivait. Elle avait le temps de faire 2 allers-retours depuis Querbillon jusqu'à Auray. Elle passait par le somptueux port de la Trinité, étincelant de centaines de coques rutilantes et coûteuses alignées en bordure des pontons. Près de la halle aux poissons tournait un manège pour enfants, la belle tour vitrée du yacht-club dominait la vaste embouchure de la rivière, le pont aux arches élancées séparait la flottille de pêche de celle des navires à voile, les parcs à huîtres étendaient leurs casiers à l'est en direction du continent. Maud ne se lassait pas de regarder. Elle mesurait sa chance, elle pouvait broder son écriture dans un cadre superbe et qui de plus bougeait, et qui de plus ronronnait. Le puissant moteur de l'autobus transmettait ses vibrations à l'impressionnant véhicule. Maud était portée comme en un ventre maternel. Les vues se succédaient, le ciel, les nuages, les arbres, les pavillons de la banlieue d'Auray, les panneaux indicateurs, celui du Chat Noir qui annonçait un camping vantant de confortables vacances ensoleillées. La petite plage du Mendu, à 2 pas de la Trinité le long de la route, formait une baie où une minuscule île déserte devenait une presqu'île à marée basse parfaite pour la pêche. Une foule de piétons, des adultes accompagnés d'enfants équipés de seaux, d'épuisettes et de râteaux s'y rendaient à pied. Un club Mickey, rétro, vivant et tout à fait mignon, élevait sur la plage ses portiques et ses drapeaux. L'institution était indispensable pour que les enfants bondissent sur les toiles des trampolines, pour qu'ils crient et qu'ils s'ébattent dans la joie. Les parasols et les serviettes de bain parsemaient le sable de milliers de touches colorées, tous bronzaient, tous souriaient, tandis que Maud regardait derrière la vitre de l'autobus, ou tandis qu'elle bavardait de ci, de là, avec les différents chauffeurs. Ceux-ci n'avaient pas l'habitude de transporter une passagère aussi sérieuse et concentrée, et qui, de surcroît, enchaînait plusieurs navettes successives. Elle embarquait à Querbillon, elle gagnait Auray, qu'elle dépassait même parfois, le car s'engageait alors sur une voie rapide et allait jusqu'à Vannes. Il revenait ensuite jusqu'au terminus opposé, laissant Querbillon derrière lui. Il achevait son périple devant la gare de Plouarnel. La petite ville semblait aux yeux de Maud une figure du bout du monde. Elle était seule dans la haute carlingue. Son voyage lui évoquait, à chacun son aventure, les greyhounds des États-Unis. Le bout du monde était situé devant la gare, une modeste maison dont les fenêtres fleuries s'ouvraient sur l'unique voie ferrée empruntée par la même locomotive, à l'aller comme au retour. Ici débutait le circuit du tire-bouchon, un petit train qui parcourait l'isthme et atteignait Quiberon sur la côte sud de la presqu'île. Le chauffeur attendait l'heure du prochain départ, c'était alors qu'il commençait à bavarder avec la femme studieuse, seul rescapé du précédent trajet. Il démarrait, et la conversation se poursuivait pour peu que tous deux restent seuls dans la grande machine. Maud écoutait. De multiples vies lui étaient racontées. Autant d'hommes, autant de vies. Les chauffeurs masculins racontaient plus que les femmes, lorsqu'il leur arrivait d'être aux commandes. Un policier à la retraite améliorait sa pension. Il conduisait les autocars pendant la pleine saison. Sa fille aussi était policière. Un marin à voile conviait de jeunes délinquants sur son bateau. Il avait un jour accueilli des enfants gravement malades, il ne recommencerait plus. L'expérience était trop éprouvante. Tous parlaient du gouvernement. La vie était dure. Les hommes de pouvoir, incompétents et corrompus. Ils ne disaient cependant pas leurs convictions politiques. Ils n'allaient pas jusque-là. Une petite ligne d'autobus reliait Querbillon-Plage
au cœur historique de la ville, à l'intérieur des terres. 1 kilomètre environ séparait les deux bourgades. Maud l'empruntait quand Thibaut était à Querbillon. Elle n'avait en ce cas que peu de temps pour le travail de ses textes et ne pouvait utiliser les lignes régionales de Querbillon à Vannes, ni même de Querbillon à Auray. Elle marchait avec Thibaut, ou bien elle nageait et profitait de la plage, elle déjeunait. Dans l'un des restaurants de la côte, elle bavardait. Elle jouait aux échecs et il lui arrivait de ne disposer que d'une modeste vingtaine de minutes à consacrer à ses textes. Les départs des grandes lignes étaient peu fréquents et les trajets, même si Maud descendait alors avant le terminus, étaient encore trop longs au regard du temps qui lui était imparti. La Kernavette, quant à elle, s'arrêtait fréquemment à l'entrée du yacht club. Maud n'attendait jamais longtemps avant de s'y installer. Le tour complet durait moins d'une demi-heure. Maud ne faisait parfois qu'une partie de la boucle, parfois elle en enchaînait plusieurs. Autour d'elle, les familles revenaient de la plage, chargées de seaux, de pelles, d'avenaux et de matelas gonflables, autant d'accessoires indispensables pour savourer au mieux le bord de mer. Le circuit était bref, la climatisation absente, mais en dépit de la chaleur parfois intense, Maud appréciait la navette, elle y était concentrée et retravaillait plus facilement ses textes. L'autobus s'arrêtait devant la vieille église et le marché couvert du centre de Querbillon. Il gagnait ensuite les vastes champs de menhir, alignés à perte de vue depuis des milliers d'années. Une jolie ferme isolée aux volets clos et aux jardins fleuris, postée devant les hautes pierres droites, semblait abandonnée. Maud n'y avait jamais aperçu âme qui vive. Des touristes, en mal de connaissances préhistoriques, visitaient le bâtiment blanc et moderne, abritant le musée des mégalithes. Maud était parfois seule dans l'autocar quand elle faisait plusieurs fois le trajet, et d'autant plus seule en début d'après-midi, pendant les heures creuses de la journée. Les chauffeurs hommes étaient loquaces et sympathiques. Les deux femmes, quant à elles, l'une blonde et s'adonnant volontiers au jeu de la séduction, l'autre brune, ronde, et récriminant âprement contre nombre de conducteurs, n'offrait à Maud qu'un visage hermétique à la limite de l'hostilité. Elle n'appréciait visiblement pas cette étonnante passagère, solitaire, penchée sur son ordinateur, qui négligeait le terminus et multipliait les allers-retours. L'un des chauffeurs avait raconté à Maud les étonnantes péripéties de son service de nuit. Il conduisait la jeunesse dorée, ainsi la qualifiait-il, dans les 2 boîtes de nuit de la ville. Il se chargeait ensuite du retour après des soirées sans nul doute douloureuses au tympan. Maud lui avait demandé ce qu'il entendait par jeunesse dorée. L'homme avait ouvert de grands yeux, apparemment surpris par la naïveté de la question. « Ils peuvent se payer des entrées dans les boîtes de nuit, avait-il répondu, et des emplacements au camping, ils ont de l'argent, c'est évident. » Le chauffeur n'avait pas évoqué les jeunes qui habitaient les belles et vastes demeures du bord de mer. Le minibus avait pour destination les différents campings environnants, et non pas les villas historiques, dont les silhouettes, sur fond de ciel breton, participaient au charme du paysage. Les jeunes de ces maisons n'avaient pas besoin des transports mis à disposition par la mairie. Le chauffeur racontait les comas éthyliques, les secours des pompiers, les jeunes garçons si hébétés au fond de son autobus qu'ils étaient incapables de dire où ils devaient descendre. Ils se levaient soudain et soudain vomissaient sur les sièges et dans le couloir central. Au chauffeur ensuite, après son service, de laver et de brosser pour rendre le véhicule impeccable. Mais le conducteur avait pris des mesures et les petits jeunes avaient de leur côté
rapidement comprit qu'ils avaient intérêt à se contrôler un tant soit peu s'ils voulaient monter dans l'autobus. Ils devaient prouver, pour y être acceptés, qu'ils étaient capables de dire 2 mots poliment et d'articuler des paroles sensées. Dans le cas contraire, le chauffeur en avait ainsi décidé, il les laissait sur le bord de la route. Le comportement des aspirants voyageurs s'était dès lors modifié. Ils prenaient soin, avant l'arrivée de la navette, d'attacher, avec moult difficultés, tous les boutons de leur chemise, depuis la ceinture jusqu'au cou. Ils passaient les mains dans leurs cheveux, essayant ainsi d'améliorer leur apparence. Ils s'efforçaient de se redresser quand la porte de la navette s'ouvrait devant eux. Le chauffeur les saluait. Ils écarquillaient les paupières concentrées afin de trouver les mots. Parfois, ils n'y parvenaient pas. Les paroles restaient prisonnières au fond de leur gorge. Ouvrir la bouche sans avoir la nausée représentait à ce moment-là une épreuve insurmontable. Telles étaient donc les fins de soirée, pour certains des jeunes gens de passage sur la côte. Mémoire. En l'absence de Thibaut, Maude déjeunait légèrement sous un arbre de Port-en-Gif. Elle descendait ensuite tranquillement la pente de la journée qui dès lors était douce et agréable. Elle attendait quelque temps avant d'embarquer sur son fringant dériveur. Elle avait préféré retenir une séance de voile assez tard dans l'après-midi. Elle avait ainsi le loisir de se familiariser avec l'état d'esprit qui serait bientôt le sien en mer. Elle savourait cette attente, ronde et souriante, sans contrainte, ni obligation de résultat. Sa tâche dans l'autobus n'avait pas été simple. Elle s'était colletée à une phrase, puis à une autre. Pour en améliorer la forme, elle avait douté, y parviendrait-elle? Rien n'était moins sûr, et cette idée qu'elle avait griffonnée sur le papier, fallait-il ou non la retenir? Quel en était précisément l'intérêt? Elle décidait, elle agissait. Elle n'écrivait pas de nouveaux textes. Elle retravaillait le style, une occupation qui, loin d'être de tout repos, constitue une suite ininterrompue d'actions et de choix. Elle progressait, elle avançait d'un mot à l'autre. Elle était déterminée. Elle devait à tout prix éviter la panne, l'épuisement du carburant, l'arrêt du moteur pour cause de découragement ou de dégoût d'un texte trop longtemps ressassé. Des questions vagabondaient alentour du genre. Mais pourquoi donc tous ces efforts? Elle insistait. Elle affrontait le pinsomme. Telle était sa matinée dans les autobus. Elle décollait pas à pas d'épaisses chaussures engluées dans une glaise lourde et poisseuse. Elle poussait son rocher, les muscles tendus. Elle maintenait une posture non pas affalée, mais droite et concentrée. Maude avait fini, au cours des derniers mois passés à Paris, par éprouver une sensation d'usure. Elle retravaillait ses textes, le labeur devenait ingrat, l'atmosphère de l'atelier de peintre qu'elle fréquentait était pourtant studieuse et propice à la création. Elle avait l'impression d'être en famille, d'appartenir à un même clan, de faire partie du même club. Il peignait, elle travaillait sur son ordinateur. Ce cadre privilégié constituait son bureau, quasiment permanent. Le matin, elle dépliait tréteaux et planches, en guise de table improvisée. Rien ne l'empêchait d'y rester la journée entière, mais la lassitude se fit insidieusement sentir.
son artisanat lui sembla peu à peu âpre et crissant, en dépit des artistes autour d'elle, inspirés et constants en apparence. L'affaire était grave. Et si elle ne parvenait plus à retravailler ses textes, que deviendrait sa vie? L'urgence était si aiguë qu'elle trouva progressivement, sans même y réfléchir, un environnement de substitution. Elle changea son fusil d'épaule, elle se mit peu à peu à emprunter les transports en commun, elle en arriva au fil du temps à monter chaque matin dans un autobus ou une voiture de RER, elle était familière de la ligne A, en direction d'Eurodisney Marne-la-Vallée, elle n'ignorait pas non plus la ligne D, vers Corbeil-Essonnes et Évry-Courcouronnes, elle s'aventurait aussi parfois au départ des grandes lignes. Elle avait rendu visite à une amie de Montargis un beau jour de janvier, en réalité pour écrire pendant la durée du voyage. Elle avait déjeuné avec Rosalie, elle avait tenu avec elle et sa fille de 18 ans une longue conversation. Grâce à cette habile substitution et au bercement apaisant du train sur les rails, la panne avait été évitée, Maude avait pu continuer chaque jour à retravailler son écriture. Mais une angoissante question profilait ses contours. Et si un jour, l'usure survenait également dans les transports? Quel recours lui resterait-il? Maude ne pouvait y répondre, elle se raisonnait. Chacun sait que la vie est un perpétuel mouvement, elle est le fruit d'un incessant réajustement. Rien ne servait d'imaginer d'alarmantes perspectives. Maude n'avait pas le choix. Elle demeurait debout au jour le jour. Force lui était de s'en contenter. Après les tours d'autobus du matin, et une fois son pique-nique terminé, assise sur la digue, les heures qui suivaient lui étaient gratuites et légères, sans obligation de résultat. Elle attendait. Elle serait bientôt détendue. Elle allait profiter en mer d'un égoïsme bien tempéré. Elle serait avec elle-même, sans besoin de personne pour apprécier le moment. Cette sensation était nouvelle. Jusqu'alors, Maude s'occupait à écrire, lorsqu'elle était seule du moins. Plus précisément, elle s'occupait à réécrire. L'exercice, difficile, cristallisait sa dépendance à autrui. Lorsqu'elle écrit, elle se tourne vers les autres. Sans les autres, elle n'existe pas. Elle doit absolument raconter sa vie, dans une quête incessante de transparence. Lorsqu'elle n'écrit pas, elle est avec Thibaut, ou encore elle est avec ses garçons, ou avec ses amis, elle dépend d'eux. Sa mère également fait partie du cœur intime de son existence. Maude l'appelle chaque jour. Cette habitude emplit une partie de sa vie, même si elle avait à l'origine inauguré ce rite matinal pour aider sa mère. Claire est veuve, Maude la maintient ainsi loin du gouffre de la solitude. Maude s'agrippe pour exister à ceux qui l'entourent et qui supportent qu'elle requiert ainsi leur attention. Elle est dans l'action. Elle va vers les autres, mari, enfants, lecteurs, amis, mère. Infatigable, elle ne cesse de construire, consolider, densifier, réactiver chaque jour ce réseau de liens qui lui permet d'exister. Que deviendrait-elle dans le silence de sa solitude? Les mois à Paris, avant l'été passé à Querbillan, avaient vu le retour en force du vide existentiel, son imposant ennemi personnel. Maude avait vacillé, elle avait lutté, elle s'était agitée au sein de son réseau, famille et amis, le plus souvent des amis d'écriture. Elle s'était parfois épuisée.
Les coups de boutoir ne lui avaient pas laissé de répit. Elle avait parcouru un chemin rocailleux, juché sur une bicyclette de type VTT. Elle s'était gardée de ralentir sous peine de chuter. Et soudain, elle était seule à Querbillan, ou quasiment. Thibaut était à Paris, ses garçons avec elle, mais par intermittence. Et soudain, ces journées devaient atteindre leur terme, si possible, sans tristesse. Et elle avait découvert que nager lui permettait d'y parvenir plus facilement, et elle réussissait à s'immerger dans une eau plus que fraîche à son goût, grâce aux bords de près et de vent arrière qu'elle traçait entre les bouées du yacht club, et c'était ainsi qu'elle se trouvait chaque jour, aux alentours de 15 heures, sur la digue qui bordait la cale d'embarquement. Elle attendait le moment où elle pourrait se saisir de la barre et de l'écoute de grand voile, et elle était capable d'apprécier la solitude. Elle humait l'océan, elle prenait possession, en douceur, de l'état d'esprit qui l'habite. Quand elle se laisse aller à son être sur la mer, elle accédait peu à peu à un niveau de silence et de paix, opposé à la bataille pied à pied qu'elle venait de mener avec les phrases. Il était si simple d'attendre devant l'horizon et la beauté des voiles, devant l'animation des barreurs souples et alertes, devant leurs équipiers qui enjambaient les plabords et montaient dans les esquifs, devant les responsables de la location qui tiraient les remorques, les apportaient à leurs clients, les rapportaient sur le bitume du parking, devant le soleil, les nuages et la brise dont elle essayait d'évaluer la force. Elle doutait de ses compétences voilières, elle pensait aux nombreuses années écoulées depuis l'époque où elle naviguait régulièrement. Elle n'avait cependant jamais cessé de nourrir en elle un désir de bateau. Elle en avait rêvé, le plus souvent la nuit. L'écriture l'y avait entraînée, le plus souvent le jour. Pour autant, sur la digue, elle n'était pas rassurée. Mais l'attente demeurait un plaisir. Elle parcourait toute la longueur du sas qui, lentement, la conduisait vers une fin de journée différente, faite de courbes et de rondeurs. Son humeur serait alors d'une toute autre nature. Maud regardait, elle aspirait les odeurs, elle sentait avec la peau, elle écoutait. Elle vivait sur la digue des heures intermédiaires avant qu'à l'aide d'un perceptible coup de barre, elle ne rapproche l'étrave et la grand-voile de la ligne frontière définie par le vent. Venait ensuite le moment où elle gagnait la cabine de location. La jeune fille en charge du planning lui lançait un joyeux bonjour. Les moniteurs du point plage Passion s'activaient entre les combinaisons et les gilets de sauvetage. Ils lui adressaient de chaleureux sourires en guise de bienvenue. Maud était gênée. À quoi ressemblait-elle donc? À ce qu'elle était simplement, une femme de plus de 50 ans, qui cultivait la lubie d'embarquer seule sur son petit bateau. N'était-elle pas ridicule? Elle en avait parlé à Luc, qui l'avait réconfortée. Il adoptait, pourtant, en règle générale, une attitude du genre épineux, typique d'un fils de 22 ans. Il contredisait aisément sa mère, le comportement était de bonne guerre, il s'agissait de grandir, tout en s'opposant. Mais franchement, monologuait-il intérieurement lorsqu'elle apportait les sandwichs du déjeuner. Ce que tu nous racontes là, tes rencontres dans les autobus, les paysages de bord de mer, depuis Auray jusqu'à Plouarnel, excuse. Mais si tu pouvais nous épargner, je préfère mes articles sur Internet, et franchement, les films que tu proposes, on s'ennuie plutôt. Et puis, Rome, la série, on supporte, mais ce n'est pas magnifique, faut avouer.
Et n'exhalait-il pas un très léger soupir quand sa mère lui demandait, à lui et à Romain, de bien vouloir passer une partie de leur soirée avec elle? Non. À bien y regarder, il ne soupirait pas. Thibault était parti, Maud était seule, et les deux frères rejoignaient leur mère de bonne grâce. La nuit était tombée, ils s'installaient devant l'ordinateur et entamaient un nouvel épisode. « De quoi ai-je l'air » demandait-elle. « À vouloir, à mon âge, monter sur un bateau ?»« T'inquiète pas, maman, » répondait Luc, calme et décontracté. L'un de ses comportements les plus habituels. « Moi, je trouve ça plutôt sympa, au contraire, qu'une femme comme toi s'aventure en bateau. » Maud respirait. La douceur s'épanchait. Elle était moins seule. Elle se sentait comme les autres mères dans leur lien avec leur fils. L'amour, de lui vers elle, était tangible. Luc l'exprimait. Le fait était indiscutable. Maud l'attrapait au passage et le déposait tout à fait discrètement dans un recoin de sa mémoire. En cours d'année également, Luc avait parfois manifesté une incroyable gentillesse envers sa mère. Il s'était fait une idée, lors du week-end qu'il avait organisé à Champs-les-Vignes, des parents de ses amis. Parmi eux, les mères, surtout, avaient retenu son attention. « Elle est tellement compliquée, avait-il dit à Maud, la mère de Chloé, je m'en rends bien compte, elle téléphone à sa fille, et elle lui dit « Ah bon, t'as garé la voiture dans notre ancien parking, et tu es sûre qu'il n'y a pas de risque? Mais qu'as-tu fait, ma fille, te rends-tu compte ?» Et si tu savais, maman, l'importance du matériel pour cette femme, et puis, certaines choses se font, d'autres pas, les règles sont strictes. Non, pas strictes. Rigides plutôt. Je te trouve différente, plus rigolote, et mes copains t'aiment bien. Maud s'étonnait, elle ne les rencontrait jamais. Mais moi, maman, je leur parle de toi. Et l'autre soir, quand j'étais avec Alex dans le salon, on regardait un match. Romain était avec nous. Il ne pouvait en être autrement, Romain étant un supporter passionné du PSG. Le café au coin du boulevard était bondé, on n'y voyait rien. On a préféré, Alex et moi, monter à la maison et il a vu ta trottinette. Et il m'a demandé si c'était la tienne. Je lui ai répondu oui. Il s'est bien amusé. Les cours arrivaient à leur terme, les sorties entre amis se multipliaient. Luc faisait des commentaires sur les garçons, mais aussi sur les filles. Sa mère lui posait des questions, elle était curieuse, elle se souvenait de ses années de jeunesse et elle aurait pu, à l'occasion, c'était une éventualité, éclairer son fils. Maud adorait leur complicité, elle se délectait de la confiance qu'il lui accordait. « Amandine n'a pas de chance, disait-il. C'est une petite jeune fille, sage, gentille comme tout. Ses parents ne sont pas commodes. Elle cherche à concilier tout le monde. Elle connaît Stéphane depuis la première année de fac. Elle est son souffre-douleur. Elle ne dit rien. Il n'arrête pas de l'enfoncer. Et puis, la petite amie d'Alex. Elle est coquette, mais compliquée. On était à la campagne. Elle n'avait pas sa douche chaude du matin. Elle voulait qu'Alex la raccompagne chez elle, faire un aller-retour, rien que pour la salle de bain. Et Coralie, elle a une sœur jumelle, elles sont à la fac, mignonnes toutes les deux. Elle nous invite chez elle, en l'absence des parents. Et tu n'imagines pas leurs efforts quand elles nous reçoivent pour l'animation, pour qu'on s'amuse, que les soirées soient réussies. Et aussi maman Coralie, la même. À la campagne, tu aurais dû voir une fille super. Ton genre, en fait. Tu devais être comme elle à son âge. Partante, positive, active, d'accord pour tout. On pouvait proposer n'importe quoi, un whist. Le jeu de cartes, précisément inventé par Alex, un génie du calcul d'après Luc, qui fut le grand jeu de l'année, pratiqué à la fac, entre les cours. Un plongeon dans la piscine, ou le repas, ou la vaisselle, ou un jeu de piste, ou de guerre, avec les répliques. Luc avait préparé l'artillerie complète de ses fausses armes, pistolets, fusils et carabines. Il avait expliqué les règles de combat.
Elle était enthousiaste, toujours prête, toujours en forme pour commencer. Luc n'était visiblement pas mécontent du numéro maternel dont il avait hérité. La loterie de l'existence l'avait plutôt bien servi. Maud savourait de si réconfortants propos. Elle les savait éminemment rares dans la vie d'une mère. Elle s'en saisissait vivement et ils enrichissaient, auprès d'autres babioles et bagatelles, l'escarcelle de sa mémoire. La charge de la cavalerie légère. Chaque jour, après avoir dûment attendu sur la digue, Maud s'approchait, à l'heure convenue, de la cabane de location. De fringants bonjours étaient échangés, de souriants regards circulaient entre clients et moniteurs, un certain type de joie, unique mode de communication en ce lieu, s'exprimait pleinement. Maud apercevait, par-ci, par-là, quelques femmes de son âge. Elle lui semblait, à vrai dire, accompagnée par un mari. Mais l'habitude exerça ses effets bénéfiques et Maud finit, après quelques jours, par abandonner ses complexes de navigatrice par trop originale. Elle commençait par revêtir une combinaison longue proposée par le Yacht Club. Elle y ajoutait un ou deux damarres qu'elle complétait parfois par un ciré marin. Ce dernier équipement était indispensable du temps de sa jeunesse maritime. À l'époque, les combinaisons de plongée n'étaient pas utilisées sur les bateaux. La lutte contre le froid était l'affaire des pulls et des cirés. Maud, en ce début de mois d'août, n'était pas tout à fait certaine de la solitude des femmes de son âge présentes dans la cabane de location. Elle était en revanche franchement convaincue d'être la plus chaudement vêtue parmi les navigateurs du jour. Elle ne pouvait, en dépit du soleil intense cet été-là, ignorer la particularité de son équilibre thermique. Elle choisissait une combinaison pour jeunes de moins de 16 ans et enfilait un gilet de sauvetage pour personnes de moins de 50 kilos. Elle attendait ensuite son bateau sur le bord de l'eau. Elle le repérait de loin. La haute voile triangulaire arborait le F de français, ainsi que son numéro de série, deux éléments indispensables en cas de régates internationales. Si le bateau n'était pas sorti, un jeune homme le lui apportait sur sa remorque, prêt à l'embarquement. Maud était une reine. Elle se souvenait de ses vacances. Entre 15 et 17 ans, elle le gréait seule sur la plage le vaurien de son père, elle le roulait ensuite jusqu'à l'eau, sur des cylindres pneumatiques, elle le désarmait après la séance de voile, il retrouvait son état initial, au pied des dunes, jusqu'à la navigation du lendemain. À Kerguelen, Maud bénéficiait d'un service de luxe. Elle profitait de la partie de plaisir sans en subir les obligations. Elle prenait soin d'apporter ses pennons personnels, de légers rubans découpés dans des foulards de soie. Il lui était absolument nécessaire pour une navigation au millimètre au plus près du vent. Les jeunes moniteurs, lorsqu'ils apercevaient, flottant au sommet du halba, l'inévitable accessoire typique des années 70, exprimaient une très légère condescendance. Sentir le souffle du vent sur le visage pour en repérer la direction était, selon eux, plus naturel et intuitif, plus élégant pour tout dire. Maud ne les contredisait pas, mais elle n'en préférait pas moins sa bonne vieille méthode, incomparablement plus précise, à son goût. Elle vérifiait, avant de monter dans le cockpit, que le pennon de la veille était toujours là, flottant sur la bordure de la grand-voile. Elle s'assurait que l'écoute était correctement gréée dans les différentes poulies de winch. Dans le cas contraire, se rapprocher du vent devenait une épuisante épreuve de force.
Le safran et la dérive devaient être arrimés au bateau sous peine d'être emportés par les vagues en cas de dessalage. Elle ajustait les bouchons du vide-vite pour que l'eau n'emplisse pas la coque. Ensuite seulement, elle montait dans sa petite embarcation, en liberté et en silence. Aucun écho de MP3 ne résonnait dans ses oreilles. Elle s'éloignait du bord. Le tout premier jour fut singulièrement inquiétant. Saurait-elle maintenir d'aplomb un bateau qui était loin de figurer comme le champion toute catégorie de l'équilibre aquatique? Le vaurien de sa jeunesse était en revanche exactement ainsi, stable en toute occasion. Maud gardait anxieusement enfoui dans les lointaines strates de sa mémoire le souvenir des rares occasions où elle avait délaissé le vaurien paternel pour de brèves tentatives sur des 420, 470 ou autres lasers. Ces bateaux étaient rapides. Leur coque était en forme, c'est-à-dire arrondie, contrairement à celle du vaurien qui comportait des bouchins vifs, dont la silhouette s'apparente à celle d'une prosaïque boîte à savon. Et à l'époque, avec une coque en forme, donc, elle plongeait immanquablement dans l'eau sans qu'elle eût compris ni pourquoi ni comment. Le mystère s'insinuait dans son esprit. Maud avait par ailleurs, depuis toutes ces années, navigué une fois encore sur des riveurs. L'aventure n'avait pas été plus glorieuse. Elle était à la barre lors de ce grand jour, au large de Port-en-Gif, avec Luc et Romain. Le bateau était au largue, le vent soufflait, et il avait soudain amorcé, sans la moindre raison apparente, une puissante et irréversible gîte qui s'était terminée par l'inévitable baignade collective. Le bateau s'était retourné, mal à verticale, vers le bas, dérive vers le haut. Le dériveur était long et lourd, les garçons étaient plus jeunes, ils n'avaient pas réussi à le redresser. Une durable macération dans une eau sombre et fraîche s'en était suivie. Les habituels observateurs de la digue étaient aux premières loges, le danger de mort n'était évidemment pas d'actualité, mais bien plutôt celui du ridicule. Les pompiers s'étaient gardés d'intervenir rapidement. Si l'on est incapable de naviguer correctement, l'on n'est bien sûr pas obligé de louer un bateau, et une légère immersion n'a dans ces conditions, au fond, rien que de très acceptable, voire même de pédagogique. Cette mésaventure avait rappelé à Maud celle de sa jeunesse. La coque de ce lourd dériveur, comme celle des 470, 420 ou lasers de l'époque, était en forme, et elle n'avait rien compris à l'origine de sa déconvenue. Avarie de matériel ou erreur de sa part, le mystère demeurait. Maud avait expliqué à ses garçons, avant sa première expédition, qu'elle se sentirait plus tranquille s'ils l'accompagnaient. Ils la suivraient en planche à voile et pourraient, en cas de problème, l'aider à relever le bateau. Rétablir un petit laser serait pour eux un jeu d'enfant. Elle éviterait ainsi le complet ridicule. Elle monta dans son bateau. Ni l'un ni l'autre n'était à l'horizon. Ils n'arrivaient jamais à l'heure. Ils étaient des habitués du point-plage Passion. Ils apparaissaient quand ils étaient prêts. Ils allaient directement dans la réserve, choisissaient seuls leur matériel qu'ils rendaient ensuite sereinement 1 heure plus tard. Toujours est-il qu'elle était seule. Il lui fallait tenir sur l'eau, sans dessaler, au moins jusqu'à leur arrivée. Là résidait son unique objectif, elle naviguait prudemment. Elle tirait des bords de modeste longueur devant l'entrée du yacht club,
Elle manifestait, à chacun de ses fréquents virements de bord, une intense concentration. Le regard tourné vers la cale, elle se demandait quand donc elle finirait par les apercevoir. Son petit bateau, sportif et léger, allait dessaler, c'était l'évidence. Jamais elle n'avait su maintenir d'aplomb une coque en forme. Elle virait avec application, régulièrement surprise par l'heureuse issue de chacune de ses manœuvres, lorsque soudain elle les vit enfin approcher, leurs deux voiles, fièrement dressés contre le ciel, traçaient dans sa direction. Elle était sauvée. Le western prenait vie sous ses yeux. Les chevaux de la garde fédérale survolaient les vastes étendues herbeuses. La cavalerie légère s'apprêtait à grand renfort d'une claironnante musique militaire à fondre sur les tribus apaches. Ces chevaliers servants cinglaient contre le vent. Maud s'apprêtait à virer. Elle sentait depuis le début qu'elle n'avait pas son bateau bien en main. Elle avait remarqué que l'écoute était trop lâche avant les virements de bord. Par prudence, elle virait à partir du vent de travers. Elle préférait ne pas être trop près du vent pour éviter une gîte excessive, et l'écoute avait donc tendance à agripper le tableau arrière lors du virement, à charge pour Maud ensuite de se pencher vers la poupe pour libérer l'ensemble. Les gestes étaient complexes. Ces chevaliers servants aplanissaient les vagues. Maud entamait son changement de cap. Ils étaient là, tout près, voguant sur les flots. Elle poussa la barre, elle traversa le lit du vent. Comme prévu, elle atteignit l'autre amure, et alors l'incompréhensible se produisit. Maud voyait, inexorable, sa chute prochaine dans l'immense masse liquide. Elle tenta de remonter au vent et essaya par son poids de rétablir l'équilibre du bateau. Rien n'y fit. Elle eut le temps de voir l'inéluctable arrivée. La coque se cala peu à peu à la verticale perpendiculaire au-dessus de l'eau, et Maud dut abandonner, pesanteur oblige. Elle tomba de toute la largeur de la coque dans la fraîcheur soudaine de l'océan. Le ridicule intervenait, quoiqu'elle n'eût pas vraiment le temps d'y penser, et immédiatement deux visages sympathiques et ouverts, arborant des sourires hilars, s'exclamèrent joyeusement au-dessus d'elle. « Mais maman, qu'est-ce qui t'arrive ?» Elle ne parvint pas à relever le bateau. Elle n'était pas assez forte, elle était trop légère, elle s'y prenait mal. Ce fut Luc qui se mit à la tâche. Les jours suivants, Maud fit preuve de la plus grande attention. Aucune immersion involontaire ne fut plus à signaler. Le vent était faible, elle naviguait seule et s'abstint de se donner en spectacle. Le dernier jour, en revanche, un vent puissant s'était levé. Maud virait, elle était bien obligée. On ne peut indéfiniment naviguer sur le même bord, et 3 ou 4 fois elle se retrouva à l'eau. C'était systématique. Chacun de ses virements était raté. Elle dessalait à chaque changement de cap. Les deux frères naviguaient sur leur planche à voile, et Luc réussit, ce jour-là, à lui apprendre, en dépit de son faible poids et de sa modeste taille, comment rétablir le bateau. Il suffisait d'insister longtemps sur la dérive. Même si elle n'avait pas la force de se hisser jusque sur l'objet plat et horizontal au moment de la débâcle, elle pouvait cependant peser en son extrémité le plus longtemps possible. L'effet de levier, dans la durée, finissait très doucement
par agir, et la voile, lentement d'abord, puis de plus en plus vite, décollait de la surface de l'eau. Maud remporta de grandes victoires. 2 fois elle réussit l'opération. Puis, au virement de bord suivant, elle embrassa une 3e fois les flots. Ensuite, un autre grand événement se fit jour lorsqu'elle parvint à interrompre définitivement la série des barbotages. Elle bénéficia en effet, en ce mémorable après-midi, d'un 2e apprentissage. Du coin de l'œil, Luc avait observé sa mère qui, par cette forte brise, profitait de chaque changement d'amure pour se baigner en pleine mer. Il s'était approché et lui avait expliqué par-delà les embruns comment virer tout en limitant les risques. Et la lumière se fit. Il lui conseilla de prendre son temps, de ralentir d'abord le bateau, en se rapprochant de la ligne du vent le plus possible, et en maintenant l'écoute fermement. Une fois atteinte l'allure limite, à la frontière de la brise, elle poussait délicatement la barre. Le bateau remontait, s'alignait face au vent, puis tranquillement se coulait sur l'autre amure. Il n'était alors point trop rapide, et Maud pouvait calmement reprendre l'écoute, sans gesticulation vers la poupe, remettre du vent dans la toile et repartir tout en contrôlant sa vitesse. L'exercice était simple. Il suffisait de passer d'un bord très proche du vent à un autre bord tout aussi proche, plutôt que de procéder comme elle le faisait auparavant, en substituant brutalement une allure rapide et loin de la brise à une autre allure exactement du même genre. Le nouveau virement, tel qu'elle l'opérait désormais, ne faisait évidemment pas partie des plus hautes performances de niveau international, mais au moins elle y parvenait. Elle changeait de direction en évitant le barbotage. Elle exultait. Ces 2 garçons étaient près d'elle, et elle naviguait, et elle virait, et le vent soufflait, et elle ne dessalait plus, et même si elle avait dessalé, elle aurait été capable de relever son bateau. Que pouvait-elle souhaiter de plus? Le bonheur palpitait, en écume et en vagues. C'était son dernier jour de vacances. Le lendemain serait consacré au bagage et au retour sur Paris, mais elle savait, même si la méthode enseignée par son fils n'était pas celle des plus impressionnants champions, qu'elle pourrait l'année prochaine embarquer calmement en mer, en sécurité et sans angoisse, pour le plaisir, lorsque Thibaut serait à Paris, sans pour autant se demander constamment si, oui ou non, elle allait réussir à tenir son bateau, sans pour autant s'interroger sans cesse pour savoir si, oui ou non, elle allait soudain se trouver, en toute incompréhension, au milieu des poissons, parmi les vagues et les bouées. Elle n'était pas gênée à la perspective de naviguer l'été suivant comme une mémé en convalescence. Maud qualifiait ainsi devant ses garçons sa façon de croiser sur les flots. Les 2 jeunes faisaient du trapèze, ils s'installaient au rappel, ils envoyaient le spi, ils ajustaient des harnais sur les longs bords de planche à voile. Elle-même, l'année prochaine, se contenterait de dérouler gentiment et posément, exactement comme une
mémé en convalescence, ses virements de bord, tout à fait sûrs et pondérés. Elle venait d'apprendre. Elle naviguerait sans attendre. Elle goûterait d'autant mieux la douceur et l'apaisement de l'océan. Elle en était infiniment reconnaissante à son fils aîné, qui était fort et qui la dépassait sur bien des points. Il l'impressionnait. Elle en était enchantée. Après les vacances, septembre. Luc avait aidé sa mère alors qu'elle naviguait sous un vent fraîchissant devant les digues de Port-en-Gif. Maude avait adoré voir en son fils un adulte fiable et compétent. Quelques jours plus tard, il reprenait les cours à Marne-la-Vallée et la confiance de Maude s'effrita alors sensiblement. Il entrait en 2e année de master, elle l'observait discrètement et se demandait s'il allait trouver le courage de partir en quête d'un stage en entreprise. Ce dernier cycle du cursus devait être suivi en alternance. La trentaine d'étudiants de sa promotion avaient d'ores et déjà signé un contrat pour les 2 prochains semestres. Sans doute avaient-ils fait jouer leurs relations personnelles. Mais ils étaient, quoi qu'il en soit, parvenus à leur fin. Quant à Luc, Maude trouvait qu'il ne s'intéressait guère à la question. Il connaissait pourtant l'urgence de la situation. Ses parents n'avaient eu de cesse de le lui répéter. Mais il avait 22 ans. Thibault et Maude n'insistaient pas davantage. Luc n'avait pas pris le temps, au mois de juin, avant son départ en vacances, de chercher un stage qui durerait 1 an, et qui donc n'aurait pas l'heure de se trouver aisément sous le sabot d'un cheval. Il s'était certes heurté à l'époque, avant l'été, aux réactions pour le moins déconcertantes de sa directrice de mémoire. Elle lui imposait sans cesse, ainsi qu'à son corédacteur, de modifier le texte proposé. Il ne pouvait pas le présenter oralement, une étape cependant indispensable pour valider l'épreuve. Le microcosme familial était au sans-coup. Le texte devait pourtant présenter quelques qualités. Thibault l'avait conçu, il l'avait écrit, il l'avait relu maintes fois, ainsi que Maude, qui s'était elle aussi engagée au vu de l'inquiétude ambiante dans cette délicate affaire. Le mystère était entier, la situation bloquée, la famille désemparée. Que pouvait-on faire, mis à part admettre? Maude ne connaissait pas madame la directrice de mémoire, qui était également la directrice pédagogique du master. Elle l'imaginait jeune, sans doute ne dépassait-elle pas la quarantaine. Maude la supposait vive et alerte, menant habilement une avantageuse carrière. Elle disposait d'un indiscutable pouvoir, et Maude, tout comme Thibault, se demandait quelle étrange lubie taraudait cette femme alors qu'elle poursuivait son insolite harcèlement. Madame Ahmed connaissait, dans ses plus fins détails, le thème développé par le mémoire. Sa thèse avait justement porté sur le goodwill et ses différents traitements comptables. Le sujet n'avait aucun secret pour elle. Mais que cherchait-elle donc? Elle n'était jamais satisfaite, et les 2 étudiants ne furent autorisés à présenter leur soutenance qu'à l'ultime échéance possible. À cette date, du début du mois de juillet, ils parvinrent à quitter enfin la dangereuse zone de turbulence. Luc n'avait bien sûr pas manqué, en juin, de prétexter cette incompréhensible pinsomme pour ne point entamer ses recherches de stage. Puis la pause estivale intervint, normale, pendant les 6 semaines passées à Querbillan. Le jeune homme fit ensuite sa rentrée universitaire, sa vie s'accéléra, chaque jour y allait en cours de 9 à 18 heures, les semaines passaient, septembre arrivait à son terme,
et Maude était convaincue que son grand garçon n'allait pas, dans ces conditions, pousser ses investigations du côté des entreprises. Elle concluait que son fils aîné disposait bien d'un certain nombre de points forts, marins ou autres, mais il n'était certes pas aussi performant dans tous les domaines de l'existence. Il prenait la vie du bon côté et n'aurait pas eu l'idée le soir, après son harassante journée, de consulter son courrier électronique ni les sites proposant d'éventuelles offres de stage. Il lui fallait se détendre. Il reprit donc, sans tarder, après la pause de l'été, son rythme de croisière en compagnie d'Arthur, son acolyte brésilien. Il expliquait à Maude pourquoi Romain et lui étaient si souvent connectés le soir sur les réseaux sociaux. Plus précisément, ils étaient 3 avec Arthur, qui participait à un nouveau jeu, dont le succès était foudroyant sur la toile. « Vois-tu, maman, expliquait Luc, c'est à cause du décalage horaire. Comment veux-tu que je fasse? Quand je reviens de Marne-la-Vallée le soir vers 19h, c'est à cette heure-là qu'Arthur se réveille, il se connecte. Romain et moi, on lui dit bonjour, et tous les 3, normal, on commence à jouer, et en même temps on bavarde, c'est bien naturel, non ?» Les journées de Luc étaient bien remplies. L'idée ne lui traversait pas l'esprit de s'ennuyer avec la recherche d'un stage. À quoi servirait-il en effet de mettre la barre à une hauteur inconsidérée? Une activité trop intense aurait risqué de dégrader la qualité de son existence. Il allait en cours dans la journée, il s'adonnait le soir à ses jeux vidéo, pendant que Maude cultivait ses inquiétudes personnelles. Elle ne pouvait le traiter comme un garçonnet. En revanche, rien ne l'empêchait de se remémorer ses autres qualités qu'elle trouvait nombreuses quand elle y réfléchissait. Elle ne se privait pas de savourer ses réconfortantes pensées. Elle fortifiait ainsi sa confiance en lui, un sentiment précieux qui participait à son équilibre personnel. Tout d'abord, il était, selon elle, un véritable génie aux échecs. Il ne jouait pas souvent, et pourtant il suffisait que Maude l'affronte pour qu'elle soit laminée exactement comme après le passage d'un imperturbable bulldozer. Il avait construit seul l'ordinateur qui lui convenait. Il avait auparavant longtemps étudié la question. Il avait acquis les meilleurs composants sur Internet et avait fabriqué un appareil surpuissant aux exceptionnelles qualités graphiques. L'équivalent n'existait pas sur le marché ou bien à un prix bien supérieur. Il avait un jour rendu un immense service à sa mère. Elle venait de terminer un livre, le fruit de nombreux mois de travail, quand le texte achevé avait soudain corps et bien disparu dans les obscures arcanes de son ordinateur. Luc avait été le seul de la famille à être capable de lui restituer l'inestimable fichier. Il savait envoyer, à la place de sa mère, des images sur Facebook. Maude se demandait ce qu'elle serait devenue sans son grand-fils. Elle avait dû, au retour de Kerbillan, s'initier à ce mode de communication sociale. Une grande maison d'auto-édition l'avait sollicité pour organiser, à titre gracieux, des séances de lecture entre auteurs. Maude ne voulait pas manquer cette chance, briser la solitude de l'écriture, découvrir de nouveaux auteurs, anonymes tout comme elle, favoriser le lien entre eux, la passionnait. Mais écrit libre imposait que l'information, accompagnée de photos et logos de l'entreprise, soit diffusée par Facebook. Luc lui avait enseigné le minimum indispensable. Maude aurait pu encore
enrichir la liste de ses qualités. Il était curieux du caractère de ses amis, il racontait à sa mère les relations entre les étudiants telles qu'il les percevait. Elle le trouvait sociable et accueillant. Il regardait des films appréciés par la critique, ceux de Quentin Tarantino par exemple. Maud, pour sa part, n'appréciait pas ce metteur en scène. Elle supportait mal la violence des images, malgré le talent du célèbre Canadien. Les goûts cinématographiques de son fils témoignaient d'une plus grande ouverture d'esprit que la sienne. Il la dépassait. Elle s'en réjouissait. Une réserve demeurait cependant, qui concernait son comportement actuel d'étudiant, et si elle imaginait l'avenir, son attitude future dans la vie active. Mais elle se raisonnait, elle s'exhortait à la patience. Il évoluerait en un sens, en un autre, inévitablement, puisque rien dans ce monde ne saurait demeurer figé. Il lui suffisait avec sagesse de ne pas l'oublier. Quant à Romain, il vivait, au retour des vacances, de plus paisibles journées. Ses cours ne reprenaient qu'au mois d'octobre, il restait seul dans sa chambre. Sa mère s'interrogeait. N'allait-il pas tout doucement glisser vers la tristesse? Elle-même, à sa place, aurait à coup sûr descendu les différents niveaux de cette pénible pente. Il n'avait plus l'âge d'être occupé par sa maman. Maud ne cessait pourtant de lui demander à chaque fois qu'elle quittait l'appartement s'il ne préférait pas par hasard qu'elle reste avec lui. S'il le souhaitait, ils pourraient regarder ensemble un petit film. Il déclinait gentiment sa proposition. « T'inquiète pas, maman, tout va bien se passer, » répondait-il avec un bon sourire. Maud trouvait Romain plus doux que son fils aîné. Leur relation avait été dans le passé moins heurtée qu'avec Luc. Romain s'était montré plus souple. Les contraintes qui lui étaient imposées ne relevaient en réalité que du domaine scolaire. Thibault et Maud n'étaient pas par ailleurs des parents exigeants. Maud lui posait cependant la question « Tu ne préfères pas que je reste ?» Par habitude et pour la forme, pour se rassurer également. Ensuite seulement elle le quittait. Elle écrivait dehors le récit de leurs dernières 6 semaines passées à Querbillan. Celui-ci deviendrait plus tard, une fois retravaillé, l'un de ses futurs livres auto-édités. Elle sortait, tout en espérant que Romain n'était ni ne deviendrait jamais comme elle, une victime privilégiée du vide existentiel. Ainsi qualifiait-elle désormais le malaise qui l'affectait depuis des années. À l'âge de Romain, elle en souffrait déjà. Irène, son amie de Haute-Savoie, qui resta en septembre quelques jours à Paris, eut droit à ces interrogations du moment. Irène a 3 grands-enfants, dont 2 sont mariés, déjà parents eux-mêmes. Elle a gagné au fil de l'existence un superbe tempérament positif et encourageant. Elle éprouve ancrée en elle la peur viscérale de blesser l'autre, sans doute parce qu'elle le fut lorsqu'elle était enfant. Maud lui avait parlé de son ennemi personnel, son bien trop familier vide existentiel. Elle craignait de le léguer à ses enfants. Cette appréhension l'habitait depuis longtemps. « Et toi, lui avait-elle demandé, as-tu connu ce genre d'inquiétude ?» Irène avait longtemps été une mère anxieuse. « Cela non, lui avait-elle répondu. Je l'ai toujours su. Mes enfants n'ont rien pris de mon malaise. J'en suis certaine. » Irène, sans l'ombre d'une hésitation, avait accompagné sa réponse d'un réconfortant sourire, et Maud avait éprouvé à cet instant combien l'amitié peut être bénéfique. Irène avait répondu spontanément, l'évidence s'imposait, la question de Maud n'était pas loin de paraître saugrenue. Ainsi donc, pensa Maud, c'est donc possible, aussi simplement de se sentir léger, aussi peu concerné par ce genre de crainte. Elle alla même jusqu'à dire, entraînée par la sérénité de son amie, « Bien de mon côté, après tout, peut-être est-ce la même chose. Mes garçons, peut-être, n'ont pas ma fragilité. » Maud avait dit son avis, il est facile de s'exprimer au présent et dans l'instant. Encore s'agissait-il de le confirmer dans la durée.
Et elle aperçut son fils, au fil de ses journées, dans la durée, justement, avant qu'il ne reprenne les cours. Il était seul, elle le sentait à l'aise, il se levait tard, détendu, la démarche souple. Un sourire tranquille flottait sur ses lèvres, ou bien, s'il n'était pas visible, il affleurait sur son visage, tout près, on le devinait facilement. Il se dirigeait paisiblement vers le grand écran mural de la télévision, il s'asseyait sur le côté droit du canapé, les pieds sur la table basse et allumait l'appareil. Quelques moments d'une émission apparaissaient alors, sportive le plus souvent, surtout si un match de football avait eu lieu la veille, et encore plus probablement si le PSG y avait participé, ou bien il était séduit par les images d'un film, fréquemment sur Canal+. Il s'y arrêtait, il le regardait parfois jusqu'à la fin. Maud l'avait vu un matin bien s'amuser devant une comédie sans prétention. Une petite équipe de football du fin fond de la Bretagne tentait de s'améliorer sous l'impulsion d'un ancien grand joueur. Il riait. L'atmosphère n'était pas la mélancolie. Il était aussi attiré par les chaînes spécialisées sur la nature, les grandes expéditions, les animaux et les paysages. Il voyageait à travers continents et océans, confortablement installé sur son canapé. Il lisait ensuite, ou bien il naviguait sur Internet, et au retour de son frère, les parties à trois commençaient. Il profitait. Il avait du temps. Il semblait heureux. Maud repensait à Irène et à sa remarque spontanée. Elle s'amusait intérieurement. Peut-être appartenait-elle au même club que son amie. Peut-être un jour réagirait-elle comme elle si un jour on lui posait cette même question qu'elle-même avait formulée, et alors, sans même réfléchir, sûre d'elle, tout à fait naturelle, elle répondrait, presque étonnée de l'incongruité de la demande, elle répondrait: « Moi, mes enfants, angoissés? Non, jamais !» Les journées de septembre s'écoulaient, légères, déferlantes. Un beau soir du mois de juin, Luc reçut un appel angoissé d'Alex. « Luc, regarde tes mails, » lui disait-il. « Il est trop nul, notre mémoire. On ne peut pas passer demain. » Les autres binômes présentaient dans la matinée leur exposé oral. Alex et Luc étaient les seuls à subir un traitement particulier. Ils furent envahis par un terrible sentiment de honte. Les autres seraient, d'ici 24 heures, débarrassés de l'inévitable pinsomme. Leur déception était d'autant plus vive que les deux jeunes gens avaient peaufiné, avec amour quasiment, la dernière version du document. Une semaine plus tôt, Luc y avait consacré une grande partie de la nuit qui précédait la date limite d'envoi. Il avait encadré le texte, coloré les titres, modifié les polices, soigné le sommaire, les annexes, les pages de garde, les préalables, les prologues et les remerciements en tout genre. Le travail n'était certes ni intellectuel ni complexe, mais il était long et laborieux. Les heures étaient passées. Il s'était couché tard, les épaules sous la couette et les orteils à l'extérieur du lit. Il était si grand qu'une extrémité ou l'autre de son vaste corps dépassait le plus souvent du matelas. Il reposait dans le noir, assez fier de lui. L'objet transmis avait tout compte fait, belle allure. Il avait réussi à l'envoyer, il s'en était débarrassé, le document était dans le tuyau, il suffisait maintenant d'attendre, comme les autres, tranquillement, la suite des événements. Du beau boulot, non, chuchotait au creux de son oreille une lointaine et séduisante voix. Il le maîtrisait bien désormais, le texte, écrit par son père, mais qu'il avait vu et revu avec sa mère. Il le connaissait très exactement, comme s'il l'avait lui-même rédigé. Il saurait, à l'avenir, mieux que les fois précédentes, répondre à toutes les questions de sa directrice de mémoire. Un discret sourire flottait sur ses lèvres, il s'était assoupi, il avait dormi quelques heures, accompagné par l'agréable sentiment du devoir accompli, du travail bien fait, de la mission achevée. Les jours passèrent au nombre de 6, et 20
le soir, où il entendit au téléphone la voix affolée d'Alex. Un direct du droit le frappa en pleine poitrine, que l'on ajoute à son malaise le profond sentiment de gêne qu'il éprouvait envers son camarade, et l'on obtiendra un bon aperçu de son humeur du moment. Alex était le bon copain qu'il avait fréquenté toute l'année. Il était le petit gars, typiquement débrouillard, le seul de la promotion qui n'était pas entré à l'université par la voie royale, consistant à arborer son diplôme de comptabilité-gestion pour en franchir le seuil. Son BTS en poche avait produit le même effet. Il n'avait pas été admis en raison de son exceptionnel cursus d'étudiant, mais parce qu'il avait déployé dans le passé une prodigieuse énergie en dehors du système universitaire. Luc avait un jour montré son impressionnant CV à sa mère. Il avait, depuis le lycée, multiplié par dizaines les expériences professionnelles. Il avait travaillé dans des magasins de petite et de grande distribution. Pendant les petites et les grandes vacances, il lui suffisait de 2 ou 3 jours de congé pour se proposer comme manutentionnaire, magasinier, caissier, standardiste, comptable de base, préposé au courrier, pour ne citer que quelques exemples, parmi les mentions de son étonnant CV. À la lecture du document, Maud l'avait imaginé alerte et bondissant par monts et par vaux, toujours prêt, les talons calés au creux des starting blocks, à l'affût et réactif, le sourire aux lèvres et le courage en bandoulière, doté d'un tempérament opposé à celui de Luc. Ce jeune homme, gratifié d'une vitalité scintillant de 1000 feux, devait savoir s'adapter et s'intégrer aisément dans un groupe et percevoir sans peine l'esprit d'équipe du moment. Il était capable d'y adhérer et d'acquérir ainsi une appréciable influence sur le groupe. Luc présentait, pour sa part, sur le papier, un parcours scolaire idéal. Il avait obtenu en 3 ans le diplôme de comptabilité-gestion qui ne pouvait être préparé plus rapidement. Il avait dans ce cadre effectué les 8 semaines obligatoires de stage. Il n'y avait pas ajouté une seule journée supplémentaire. Un quelconque lecteur de son CV aurait aisément interprété que le jeune homme avait en conséquence paisiblement profité de ses longues vacances d'étudiant sans le moindre nuage d'angoisse pour les assombrir. Alex habitait Nantes et il avait habité pendant l'année universitaire un studio à Marne-la-Vallée. Luc y avait souvent dormi après une soirée passée entre amis. Le logement lui était devenu une sorte de pied-à-terre près de la faculté. Il se trouva aux premières loges pour suivre l'évolution de la vie sentimentale de son ami. Il s'était demandé laquelle des étudiantes de leur promotion deviendrait l'heureux élu. Alex avait tenté une approche décidée avec l'une d'elles, une jolie jeune fille plutôt timide et attachante, peut-être triste et compliquée. Tel fut le portrait que Maud, intéressée, réussit à obtenir de Luc. Leur brève aventure se termina par un échec. Vint ensuite le tour de Sandra. L'histoire fut plus heureuse. La jeune fille habitait chez ses parents, à Boissy-Saint-Léger, et tous deux atteignirent rapidement le statut de couple officiel sous le regard attentif et bienveillant de Luc. Alex et Luc s'étaient constitués en binôme pour la rédaction du mémoire.
le sujet relatif au goodwill et au pilotage des résultats comptables était éminemment sérieux. Thibault avait dès l'origine perçu l'ampleur du sujet et le type de conclusion pertinente auquel il pouvait conduire. Une matière abondante et solide serait à disposition. Ce thème était à l'opposé de certaines considérations floues et inconsistantes proposées par ailleurs dans la liste des mémoires possibles. La recherche serait à coup sûr formatrice pour son fils. Luc n'avait pas d'idée quant au choix du sujet. Il écouta son père et annonça à madame Ahmed que le goodwill avait retenu son attention. « Ah ah !» commenta celle-ci avec une évidente satisfaction. « Quelqu'un a enfin choisi ce sujet. Parfait !» Luc crut, à cet instant, déceler l'ombre d'une menace qui planait sur le sourire ambigu de son professeur. « Voici donc l'équipe qui va s'y frotter, ajouta-t-elle. Bravo, je vous félicite, avait-elle conclu. Madame Ahmed avait soutenu sa thèse de doctorat sur ce thème. Elle semblait se réjouir de renouer avec ce sujet d'exception. Alex avait fait confiance à Luc. Il n'était pas passionné par la question et il lui abandonna aisément la direction des opérations. Avant chaque entretien avec madame Ahmed, Luc lui expliquait du mieux qu'il pouvait le contenu du document, lui-même tenait ces informations de son père. La compréhension d'Alex n'était qu'approximative, mais il supposait que Luc maîtrisait son affaire. Il n'avait pas le choix et s'en remettait à son ami. C'est pourquoi Luc se sentit terriblement gêné le soir du violent coup de tonnerre qui s'abattit brutalement quelques heures avant leur soutenance présumée. Luc était découragé, mais il était également submergé